Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette plénière intitulée « Atténuation, adaptation, dérèglement climatique, sauver les hommes et la planète ». On a pu voir cette semaine dans la région sud des fortes intempéries qui ont ravagé et qui ont fait beaucoup de dégâts à Marseille et à Toulon notamment. L'été 2025 a été le 3e été le plus chaud jamais enregistré en France. Il y a un sondage qui a été réalisé par Odoxa, qui est sorti le 24 septembre dernier, qui dit que 77% des Français estiment que leur maire n'agit pas assez contre le dérèglement climatique et 10% des Français présentent un niveau d'angoisse climatique si élevé qu'il menace leur santé. Alors, la question centrale qui va animer nos débats pendant cette heure, c'est la suivante. Comment bâtir une transition qui protège à la fois la planète et ceux qui y vivent, notamment les plus vulnérables ? À nos côtés, pour en débattre, Yves Copieters, vous êtes médecin belge et puis ministre wallon de la Santé et de l'Environnement. Claire Pittola, vous êtes députée des Bouches-du-Rhône de 2017 à 2024, ingénieure engagée sur les questions du développement durable et de la qualité de l'air. Irène Tolleray, députée européenne de 2019 à 2024, vigneronne dans l'Hérault et vice-présidente des Démocrates pour la planète. Et puis on ne le présente plus, Christophe Grudler, député Modem européen, spécialiste des questions d'énergie et d'autonomie stratégique. Pour commencer cette plénière et cette première partie de plénière, la transition écologique répond à l'urgence planétaire, limiter le dérèglement climatique et préserver nos écosystèmes. Pour les citoyens, elle se traduit par des enjeux immédiats de santé et de justice sociale. La pollution de l'air provoque 40 000 décès par an en France. Les logements mal isolés entraînent de lourdes factures énergétiques et aggravent la précarité. Dans de nombreux territoires, la voiture reste indispensable faute d'alternatives de mobilité viables. Des politiques publiques existent, mais elles sont souvent contestées lorsqu'elles semblent punitives ou déconnectées des réalités locales. Monsieur le ministre, comment faire en sorte que les politiques de transition protègent à la fois la planète et la santé sans pénaliser les plus modestes ? C'est une très bonne question. C'est vrai que cette transition climatique, comme vous dites, est un levier de justice sociale, mais c'est aussi, ça doit être un levier de santé publique, j'en suis persuadé, et un levier aussi d'ailleurs de réindustrialisation, d'économie et dans une dimension bien sûr circuit court et production locale et bien sûr autonomisation. Moi, je suis médecin et j'ai la chance d'avoir dans mes compétences en tant que ministre wallon à l'échelle de la Belgique à la fois la santé et l'environnement. Et je suis persuadé que pour réussir cette transition environnementale et climatique, il faut entre autres rentrer par le champ de la santé. La santé publique, la santé des citoyens, les conséquences sur la santé de cette évolution environnementale dans laquelle on se retrouve. Et au niveau scientifique, il n'y a plus aucun doute. Toute la littérature va dans le même sens en termes de maladies neurodégénératives, en termes d'anxiété, d'éco-anxiété, vous l'avez bien dit, et de santé mentale à l'échelle de notre population, en termes bien sûr de perspectives d'avenir pour les jeunes. Et donc je pense que ça, c'est une porte d'entrée intéressante parce que ça nous concerne tous. Par contre, la transition climatique, pour une série de raisons, je dirais, nationales, européennes, n'est plus dans les priorités, en tout cas de la majorité de nos concitoyens. Et donc l'entrée par la santé est très importante. Je rappelle aussi que la crise de la Covid-19 nous a montré qu'on ne devait plus trop traîner dans les changements structurels et à long terme, parce que si on ne changeait rien en termes de politique publique, mais fatalement, ce qu'on a vécu avec la Covid-19, c'est la même chose avec les inondations et toutes les conséquences du réchauffement climatique, mais on va le revivre systématiquement. Et l'OMS estime que dans cet attentisme dans lequel on est, une situation comme la Covid-19 qui nous a paralysés pendant quasi 2 ans, peut se reproduire tous les 8 mois à l'échelle planétaire, parce que fatalement, les facteurs qui ont amené à ça, que sont bien sûr, je dirais, la paupérisation de la population, la globalisation et bien sûr cette évolution climatique fait en sorte bien sûr que ce type de virus émergent, de micro-organismes émergents peut apparaître, et c'est toute la problématique des zoonoses. Et donc une partie de la solution, et puis je laisse la parole, c'est bien sûr d'avoir une vision globale, d'avoir une vision One Health, une seule santé, c'est-à-dire que traiter nos écosystèmes, la santé animale et la santé humaine, doit se faire de façon transversale, que l'on parle des pesticides, que l'on parle des antibiotiques, que l'on parle de toute une série de facteurs qui nous concernent directement. C'est bien à l'échelle, bien sûr, transversale de tous ces écosystèmes qu'il faut traiter les choses. Et pour ça, il faut avoir des visions transversales, il faut avoir des politiques courageuses. J'ai l'environnement et la santé, mais je n'ai pas l'agriculture.
Ça, c'est toujours comme ça dans les portefeuilles ministériels. Je ne sais pas pourquoi on ne met jamais l'environnement avec l'agriculture, ou on ne met jamais l'environnement avec l'économie. Et donc aussi, il faut comprendre aussi qu'il faut trouver des équilibres entre toutes ces dimensions, parce que l'idée n'est pas de dire on doit évoluer dans une transition écologique et laisser tomber les agriculteurs, ou en tout cas ne pas les aider dans une transition. Et donc voilà, il y a aussi toute cette complexité aussi de remettre du lien entre toutes ces politiques qui sont nécessaires, bien sûr, pour faire tourner la société. Est-ce que l'un de nos députés européens veut réagir? Eh bien, quelques mots. Déjà merci pour cette table ronde et permettre de mettre cet enjeu majeur pour l'avenir au cœur de nos débats ici à l'Île-sur-la-Sorgue, qui est aussi un beau symbole d'environnement sympathique, agréable et réussi. Peut-être voir qu'au niveau du Parlement, nous, on a eu 72 lois que nous avons votées pendant le dernier mandat. 72 lois pour un truc assez fou qui s'appelle le Green Deal, le pacte vert européen. Alors, vous savez que les gens n'ont pas l'habitude de se projeter très loin. Nous tous, quand on regarde pas à 30 ans. Et quand on a lancé le Green Deal, c'était un regard à 30 ans. 2019, on veut qu'en 2050, il n'y ait plus de réchauffement climatique à notre niveau. Bon. Et donc, il est clair que le pari d'engager les gens sur le long terme est un pari risqué. On l'a fait avec nos 72 lois, on ne l'a pas fait pour le plaisir de réglementer ça ou ça. Mais c'est tellement divers le réchauffement climatique, avec d'un côté les transports, l'industrie, le chauffage résidentiel. Tous ces éléments-là dégagent du CO2 et il faut trouver des solutions pour le limiter. Donc, dès qu'on touche à quelque chose, on doit changer quelque chose d'autre, d'où ce petit Lego, en fait, qui a pu se dérouler. Et donc, avec ces 72 lois, maintenant, la question, c'est comment les mettre en œuvre, et le plus rapidement possible, pour empêcher, en fait, on va dire, le populisme de s'emparer d'un certain nombre de dossiers. Notamment, comme je vous l'ai dit, pour les gens, c'est très difficile de se projeter très loin. Donc c'est facile de les prendre au quotidien pour dire, attendez, regardez, ils font n'importe quoi. Bon, parce que quand vous êtes dans une phase de transition, vous n'avez pas abouti votre affaire. Vous êtes entre deux points. Vous êtes au milieu du gué. Est-ce que quand vous êtes au milieu du gué, il faut dire on fait demi-tour? Sûrement pas. Il faut se bagarrer pour ça. Et donc c'est ce que nous faisons pour expliquer pourquoi il faut continuer et quel est l'objectif. L'objectif, c'est pas seulement donner une planète plus propre à nos enfants. L'objectif, c'est également d'avoir demain une énergie moins chère, d'avoir une alimentation de qualité, d'avoir une industrie décarbonée qui permet de garantir des emplois en Europe. Et donc tout ça, ça doit donner à l'Europe un avantage stratégique dans la compétition mondiale, qui est la défense des technologies propres européennes, les clean tech, comme on les appelle. Monsieur Trump, il veut arrêter tout ça. Ben, il arrête. Il veut retourner au pétrole, à la marine à vapeur et à lampe à huile. Il le fait. Les États-Unis auront 50 ans de retard, technologiquement parlant, sur nous. Comme nous avons 15 ans de retard sur les panneaux photovoltaïques, sur ce qu'ont fait les Chinois, qui s'y sont mis il y a 15 ans, 20 ans, et qui ont préparé pour être aujourd'hui en état de maturité sur le marché. Donc, à nous de tirer profit de ce qu'on a fait. Notre compétiteur, ça va être les Chinois, parce que les Chinois ont un temps d'avance sur les technologies propres. Aujourd'hui, ils polluent beaucoup, mais ils vont un petit peu moins polluer dans les prochaines années. À nous d'être aussi à hauteur avec ce qu'on sait faire en Europe pour continuer à décarboner et avoir de nouveaux brevets, de nouvelles compétences dans ce domaine des technologies propres. La question de comment bâtir ces politiques sans laisser personne sur le bord du chemin, elle est vraiment centrale, sans doute aussi parce que nous avons surpromis et sous-réalisé. C'est-à-dire qu'on s'est engagé au travers du pacte vert dans un certain nombre de politiques publiques qui sont des bonnes politiques publiques, mais qui, dans la vie des gens au quotidien, peuvent être des changements tellement importants que pour eux, notamment je pense aux voitures par rapport aux ZFE et à la qualité de l'air, en fait les personnes qui prennent la voiture pour aller au quotidien pour leur travail, ils n'ont pas forcément les moyens de passer sur de l'électrique, et en face on n'a pas forcément une politique de logement qui leur permette
comme c'était le cas dans les années 50, d'habiter à côté de leur travail. Avant, on déménageait, maintenant, on ne déménage plus et on prend la voiture. Et on est en train de dire, alors qu'on a des voitures qui ont une durée moyenne de 11-12 ans en Europe, on est en train de leur dire, il y a des mauvais citoyens, ceux qui ont des SUV diesel, et il y a des bons citoyens, ceux qui ont une petite voiture électrique. Et ça peut créer cette idée qu'il y a des bons citoyens et des mauvais citoyens. Je pense que ça nourrit les populismes. Et donc, il me semble important qu'on ait, plutôt que des politiques qui soient très impératives, qu'on passe sur des politiques qui soient incitatives, et notamment au niveau de l'adaptation au changement climatique. Tu as parlé très justement des incendies et des catastrophes naturelles. Combien de Français sont au courant de ce que veulent dire les alertes, et pourtant qui existent, alerte orange, alerte rouge, alerte incendie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas bons sur l'information préalable qui permet d'éviter beaucoup de catastrophes, et je pense que l'échelon local peut être très, très, très important. Mais je crois vraiment qu'on ne passera pas non plus à côté d'avoir une politique de logement qui permette d'avoir moins de transports, sauf si on développe des transports publics décarbonés à la place, sauf que, en fonction des territoires, ça peut prendre un argent qu'on n'a pas forcément, et puis en fonction des localisations des entreprises, c'est pas parce qu'aujourd'hui on travaille ici que demain on ne travaillera pas ailleurs, et on ne peut pas forcément développer tous les réseaux de transport. Donc il faut vraiment qu'on ait une politique de logement qui accompagne les cycles de vie de nos concitoyens, et ça c'est une compétence des mairies. Et je pense qu'au niveau des municipales, on doit se poser la question de ces logements où il n'y a plus qu'une femme dedans âgée qui pourrait accueillir une famille avec enfants, mais qui ne peut pas aller dans une maison d'autonomie parce qu'il n'y en a pas, dans une maison d'adoptés parce qu'il n'y en a pas, et d'adapter l'offre de logement à la population pour que, ensemble, à partir de solutions existantes, on règle les problèmes qu'on a besoin de régler pour arriver à ce One Health. Claire, lors de vos mandats, vous avez beaucoup travaillé sur la qualité de l'air. On demande aux citoyens d'utiliser moins leur voiture, mais est-ce qu'en prenant les transports en commun, ils ne sont pas exposés à d'autres types de pollution ? Oui, tout à fait. Donc j'ai été présidente du Conseil national de l'air. Pourquoi je suis arrivée là ? C'est parce que je me suis particulièrement intéressée à l'air, mais par le prisme de la santé. Je suis ingénieure de formation, et donc j'ai cette formation à la prévention des risques. La qualité de l'air est quelque chose qu'on mesure depuis longtemps en France. C'est quelque chose qu'on mesure depuis les années 70-80. Il y a eu une loi qui a été mise en place fin des années 90 pour organiser cette surveillance de la qualité de l'air. Et qu'est-ce que ça montre ? C'est que quand on planifie petit à petit, quand on organise, on améliore les choses. Et ce qui est positif vis-à-vis de la qualité de l'air extérieur, c'est qu'en France, globalement, elle s'est améliorée, cette qualité de l'air extérieur. Et elle rejoint les enjeux, finalement, de diminution du bilan carbone. Donc ça va vraiment ensemble. En fait, la qualité de l'air, elle est là pour améliorer la santé des gens, mais elle améliore aussi l'environnement. Et globalement, ce qu'on arrive à voir, c'est que sur ces 20 dernières années, en encadrant, ça a été positif. Sauf qu'on n'a encadré qu'une partie. Et on n'a pas encadré le fait de réfléchir à la qualité de l'air intérieur. C'est là où je vais venir au transport. L'air intérieur, en fait, on dit qu'on passe 80% de notre temps à l'intérieur. Et c'est ce qui nous a sauté à la figure au moment de la crise Covid, c'est qu'on s'est retrouvés dans des environnements clos, confinés, où en fait on n'avait pas d'autre solution que la distanciation sociale, parce qu'on n'avait pas cette capacité à s'assurer que l'air qu'on respirait à l'intérieur était sain. Et ça ressort encore fortement dans les transports en commun, notamment avec des associations qui petit à petit font émerger ces sujets-là. Et l'association Respire a publié des résultats sur la pollution de l'air dans le métro, principalement dans le métro parisien, en indiquant on dépasse des seuils, des niveaux en fait, de particules qui sont bien plus élevés que ce qu'on tolérerait sur la qualité de l'air extérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas d'obligation de surveillance aujourd'hui de la qualité de l'air dans ces enceintes ferroviaires souterraines. De la même façon qu'on n'a pas d'obligation de surveillance de la qualité de l'air
dans des logements individuels. On va avoir quelques mesures dans des espaces qui reçoivent du public, mais c'est jamais très contraignant. Et en fait, on n'a pas de réelle obligation de faire passer des contrôles. Vous avez dans les écoles, la qualité de l'air dans les écoles, les responsables d'établissement vont être redevables d'un bilan qu'ils vont faire par eux-mêmes. Ils ne reçoivent pas de formation, mais pour autant, personne ne va le surveiller. Et on sait aujourd'hui que cette qualité de l'air intérieur, elle est particulièrement polluée. Donc il y a un enjeu à avoir petit à petit, de la même façon qu'on a travaillé sur l'air extérieur, il y a un enjeu aujourd'hui à travailler sur l'air intérieur. Parce que c'est 80% de notre temps et qu'en fait, c'est là où on a la majorité de nos expositions. Et c'est important parce qu'en fait, ça vient toucher chacun dans ses habitudes et que je pense fondamentalement qu'en passant par la santé, on va avoir cette approche globale qui va toucher l'environnement et que, en fait, on rejoint les enjeux sociaux aussi, parce que ce sont les populations les plus en précarité qui vont être exposées à des logements qui sont donc des passoires thermiques, qui sont en proximité de voies de circulation. Et les passoires thermiques, donc, pour dire que ce sont aussi en fait, des espaces où l'air va être particulièrement pollué. Un logement en fait, qui est mal isolé, qui est mal ventilé, qui a un système de chauffage qui n'est pas adapté, par exemple un foyer, un chauffage au bois ou un poêle à huile qui sont anciens, va avoir un air très pollué. Donc c'est un enjeu particulièrement social que d'avoir une qualité de l'air intérieur qui soit saine, donc en fait d'avoir des bâtiments rénovés correctement, et ça a un impact positif sur le bilan carbone. Monsieur le ministre, est-ce que vous partagez le même constat à l'échelle de la Wallonie ? Oui, bien sûr, il faut travailler sur ces dimensions environnementales de la qualité de l'air intérieur, mais ça demande des investissements, ça demande des aides à la rénovation, ça demande de travailler sur l'isolation, ça demande de travailler sur la qualité des produits qu'on utilise et d'avoir le courage de supprimer certains de ces produits. Donc voilà, ça demande à la fois du courage politique, ça demande un appui des pouvoirs publics pour aider les plus précaires et même la classe moyenne à pouvoir faire cette transition. Je parle de leur logement essentiellement. Et puis bien sûr, ça demande beaucoup d'argent. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que on ne peut y arriver que par de la pédagogie, comme vous le faites, expliquer les risques de cet air intérieur. On ne peut le faire que par une dimension pragmatique de cette transition climatique et pas punitive ou pas dogmatique ou pas discriminante comme certains partis, l'ont fait antérieurement et ça n'a pas fonctionné, puisque ça a même découragé, je pense, une partie de la population. Donc c'est vraiment amener cette dimension pédagogique et bien sûr d'appui des pouvoirs publics. Et en santé publique, on s'est concentré depuis 50 ans sur les comportements des gens, en disant il faut pas fumer, il faut arrêter de fumer, c'est mauvais pour votre santé, la malbouffe, ça entraîne l'obésité, la sédentarité. Et en fait, on a quasi perdu notre temps pendant 50 ans ou 40 ans parce que fixer les comportements des gens ne sert à rien. Ça augmente les discriminations, ça ne change pas grand-chose dans la population. Si on va améliorer les choses, il faut travailler sur les environnements. Et donc c'est la même chose dans les transitions climatiques, environnementales qu'on doit passer. Si les pouvoirs publics ne proposent pas des environnements favorables à cette transition, mais moi dans mon cas favorables à la santé, le citoyen ne peut pas y arriver et on le sait très bien. Alors bien sûr, la classe supérieure ou plus aisée pourra y arriver parce qu'en termes éducatifs, elle va trouver des solutions, et financières bien sûr, mais une grande partie de la population sera laissée pour compte, et c'est ce qui augmente aussi ces inégalités sociales de santé, et bien sûr dans ces transitions que nous vivons, vous parlez du logement, et il y a des sacrées inégalités dans les conditions de logement chez nous. Et donc voilà, faisons attention d'arrêter de centrer sur nos comportements. On est partiellement responsable de nos comportements, mais on sera capable de les changer si nos environnements le permettent. La transition écologique repose aussi sur deux gros piliers que sont l'énergie et l'agriculture. Christophe, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Green Deal fixe une baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2030 et de la neutralité carbone d'ici à 2050. Mais depuis 2024 et la recomposition un petit peu du Parlement européen, on cherche à détricoter le Green Deal.
Pourtant, l'Union européenne dispose de puissants leviers. On a le programme LIFE qui permet de financer la rénovation énergétique dans certaines communes. On a la PAC avec les éco-régimes pour encourager des pratiques responsables au niveau de l'agriculture. Pourtant, il y a deux failles majeures qui apparaissent. Les importations agricoles qui parfois ne respectent pas nos normes. On délocalise un petit peu nos émissions et on fragilise notre souveraineté alimentaire. Et puis, les inégalités d'accès au niveau des financements européens. Parfois, les métropoles peuvent être favorisées sur ces programmes financiers au dépit de petites communes. Donc, aujourd'hui, comment concilier souveraineté alimentaire, transition écologique, sans que l'une se fasse au détriment de l'autre? Irène? Merci pour cette question qui me passionne, au cas où vous n'auriez pas compris. Donc, sur l'agriculture, d'abord, je voudrais que nous soyons tous conscients du fait qu'on est en train de perdre notre agriculture. Si on continue comme ça, on va tout délocaliser. Parce qu'on est dans un phénomène où les agriculteurs ne gagnent pas suffisamment leur vie, et du coup, ça... les générations ne reprennent pas les exploitations. C'est particulièrement perturbé par la guerre en Ukraine. Cependant, c'est une réalité. Donc, il faut quand même qu'on soit au rendez-vous des résultats par rapport à ces importations. On a un sujet sur le Mercosur par rapport à la viande, le sucre, des choses comme ça. Mais en fait, en vrai, un monde ouvert, c'est bien. En revanche, il nous manque un outil. Et il y a un outil que j'ai découvert à l'époque où j'étais basée en Grande-Bretagne. Quand il y a eu la crise de la vache folle, les Anglais ont pris une législation qui a responsabilisé les distributeurs britanniques sur les incidences santé des produits qu'ils commercialisaient. Et tous ceux qui, dans cette salle, travaillent avec des enseignes de grande surface, et notamment britanniques, connaissent le référentiel IFS-BRC, où on a des contrôleurs anglais qui viennent et qui vérifient, et ils vont dans le monde entier. Je pense qu'au niveau européen, ça serait vraiment pas couillon qu'on fasse exactement la même. Parce que les enseignes de grande surface européennes ont les moyens d'envoyer des contrôleurs en Argentine, au Brésil, vérifier si les bâtiments d'exploitation sont bien aux dernières normes EID qu'on demande aux agriculteurs européens et remettre, entre guillemets, de la confiance dans le fait qu'on fait des législations dont on a besoin pour répondre aux demandes sociales, environnementales, de santé publique, et en même temps que les agriculteurs ne se fassent pas tondre la laine sur le dos par des importations qui ne respectent absolument pas ces règles de production et qui leur font mal au cœur. En plus, ils se sentent complètement déconsidérés en ce moment. Il y a aussi un autre sujet, c'est la recherche, et on a besoin de plus d'Europe, et que l'Europe soit solidaire par rapport aux innovations. Je vais vous parler d'un sujet que j'avais pas... Normalement, je ne suis pas censée en parler, l'acétamipride. Sur l'acétamipride, la filière noisette, elle a une solution. Cette solution, c'est un insecte qui tue le ravageur. Elle a été développée par l'INRAE. Il faut 10 millions d'euros et 3 ans pour que cette solution elle soit disponible sur le terrain pour tous les noisetiers. Ça ne serait pas une belle aventure européenne qu'en Europe, grâce à une invention française, on arrive à se passer complètement d'acétamipride. Et en fait, il faut qu'on mette plus d'argent sur la recherche, qu'on écoute plus la recherche et que derrière, on en fasse un écosystème. Et une fois que la solution est déployée, alors là, l'interdiction réglementaire, tout le monde l'applaudira dès demain puisqu'on sera déjà passé sur les solutions appliquées. Voilà en gros ce que je voulais dire. Responsabilité des grandes surfaces, écouter la recherche et mettre les moyens pour que cette recherche devienne un nouveau écosystème et de développement en Europe. Christophe ? Alors, je plus sois tout à fait à ce que vient de dire Irène. La recherche, on la pousse énormément au niveau européen et on va multiplier par 2 les crédits de Horizon Europe, qui est voilà, la structure européenne de soutien à l'innovation, à la recherche, qu'elle soit fondamentale, qu'elle soit appliquée, pour les toutes petites entreprises comme pour les plus grandes organisations. En France, vous avez le CNRS qui doit toucher 1 milliard d'euros d'Horizon Europe, 850 millions pour le commissariat de l'énergie atomique. Donc les grands savent aller chercher. Mais ce qui est important pour vous, qui êtes dans beaucoup de régions, c'est d'aller voir vos entreprises. Une petite boîte qui fait de la recherche-développement sur un produit spécifique, elle a le droit à Horizon Europe. Mais souvent, elle dit « ça me prend du temps de faire le dossier, etc. » Je ne fais pas.
Et elles se privent en fait de financements extrêmement importants. Pour le reste, il est clair que l'énergie, il ne faut pas opposer la transition à la qualité de vie des gens. Ça, c'est vraiment quelque chose, on doit vraiment lutter fortement là contre. Et en fait, tous ceux qui jouent là-dessus, notamment au Parlement européen, jouent sur l'émotion du moment. Et c'est vrai que ce n'est pas en claquant des doigts que du jour au lendemain, on fait baisser une facture de l'électricité. Il faut un peu plus de temps. C'est vrai que quand on réforme le marché européen de l'électricité, j'ai travaillé sur ce dossier-là, eh bien oui, ça prend 1 an et demi, voilà, à peu près, peut-être 2 ans. Et puis il ne faut pas encore qu'il y ait d'obstacles qui arrivent. Mais une fois que c'est là, je pense qu'il faut qu'on le dise aux gens. L'électricité, dans le cadre du marché européen, c'est une chance pour la France. C'est une chance, pour la Belgique aussi d'ailleurs, enfin, pour l'ensemble des pays membres du marché européen de l'électricité, parce que ça permet d'être certain de toujours pouvoir se chauffer et s'éclairer. Il n'y a pas de principe de blackout quand on est interconnecté au sein du marché européen de l'électricité. Et ça permet donc d'avoir donc de l'énergie en suffisance, de passer les excédents français de production électrique. EDF a dû vendre à peu près 5 milliards d'euros à l'Allemagne en excédent d'électricité l'année dernière. Voilà, donc c'est quand même extrêmement positif pour nous. Et à l'arrivée, le but est de faire baisser les prix de l'électricité. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est qu'on pourra prouver qu'on peut avoir de l'énergie décarbonée. En France, je vous rappelle que c'est 90% de l'électricité qui est décarbonée, 70% par le nucléaire et 20% par les renouvelables. Donc on va arriver à faire une énergie décarbonée, produite ici, qui ne dépendra pas des coûts d'importation de fossiles ou de choses qui viendront de l'autre bout du monde et qui sera en faveur des gens. Je terminerai parce que vous avez fait une allusion aux élections municipales, discrètement et finement. Je crois que c'est important aussi que dans vos programmes, voilà, gouverner c'est prévoir. On disait le Green Deal c'est 2050. Il faut absolument que vous intégriez cette dimension du changement climatique avec des outils européens qui existent, alors que des fois on connaît un peu mal. C'est vrai que le programme LIFE, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais LIFE c'est quoi? Surtout maintenant que LIFE va être intégré dans un fonds de compétitivité européen à partir de 2028. LIFE c'est financer par exemple des îlots de fraîcheur dans les villes. Vous allez pouvoir mettre des arbres sur telle place, financés par l'Europe. Vous allez pouvoir prendre telle initiative pour couvrir tel secteur, etc. Et ça, c'est le programme LIFE qui est absolument sous-consommé. Donc, si vous en avez glissé une bonne idée dans vos programmes municipaux, regardez LIFE sur Internet et vous allez voir à peu près ce que ça peut donner. Et sinon, Monsieur le Ministre, vous aviez raison d'insister sur le financement, notamment de l'isolation des bâtiments, des choses comme ça, bâtiments publics notamment, dans les mairies, vous avez ici les écoles, les salles polyvalentes, etc. Et donc là, on a un programme qui s'appelle EPBD, donc efficacité énergétique des bâtiments, qui a encore un petit problème de financement, il n'y a pas encore assez d'argent, mais qui est en train de se développer et qui va permettre aux communes d'aller chercher des subventions européennes directement auprès de Bruxelles, sans passer par la case région, pour justement trouver une façon de mieux équiper ces bâtiments pour qu'on consomme moins et qu'on soit vraiment dans de l'efficacité énergétique. Parce que je crois que ça c'est important. Moi, je choisis toujours le mot efficacité. Je dirais que la sobriété, c'est pas pour moi. Enfin, en tout cas, dans le domaine de l'énergie. Bon. Parce qu'en fait, l'efficacité, ça veut dire ne pas gaspiller de l'électricité. Souvent, j'entends des fois les gens me dire la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est entièrement faux. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne gaspille pas. Parce que l'énergie, c'est utile. L'énergie, on en a besoin. On a besoin pour notre développement économique, on a besoin pour nos transports, on en a besoin pour plein de choses. Donc on ne gaspille pas, on utilise ce qu'il faut, en n'oubliant pas que la richesse des pays est toujours connectée à son niveau de consommation d'énergie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette énergie, elle est carbonée, donc on use effectivement les ressources de la planète. Mais quand on sera arrivé en 2050 à un modèle totalement vertueux, où 100% de l'électricité sera décarbonée, 100% de l'énergie dont un rêve sera décarbonée, eh bien, à ce moment-là, on pourra consommer sans user les ressources de la planète et on pourra faire tourner le numérique, les IA, enfin, tout ce que vous voulez, tout ce qui va consommer de l'énergie au profit du développement des gens, des sociétés, en particulier en Europe. Claire, Monsieur le Ministre, vous voulez réagir? Peut-être sur les municipales. On peut. Oui, peut-être sur les municipales. Le fait de dire que, donc réagir à la fois sur le fait qu'il faut capter des budgets européens, capter cette recherche pour les municipales, mais aussi sur le fait que
oui, la réponse, elle est bien institutionnelle vis-à-vis de l'accompagnement des personnes, et on ne peut pas peser, donc c'est cette écologie punitive dont vous parliez au début, on ne peut pas peser sur le citoyen, que ce soit pour son logement, pour rénover son logement, ou que ce soit pour sa mobilité. Et pour les municipales, ce qu'on pourrait proposer davantage, c'est un accompagnement des territoires. Parce que sur les zones à faible émission, ce qui a beaucoup été repoussé, c'est ce manque d'accompagnement des territoires. Parce que tous les territoires sont différents, ils ont des situations différentes en termes d'étalement des villes, en termes de transport en commun déjà développés. Et donc, quelque part, les calendriers qui étaient donnés étaient souvent difficiles à assumer par les collectivités. Et apporter en fait du savoir-faire qu'on va pouvoir retrouver au national dans nos grands conseils, dans nos agences, qui sont elles aussi menacées par nos citoyens. Ils en ont un peu marre de toutes ces agences dont ils ne voient pas finalement l'action concrète. Donc apporter ces connaissances de ces agences auprès des territoires pour que vraiment en fait ils aient une démarche proactive d'ingénierie au service des territoires, pour développer cet accompagnement. Et si je prends par exemple le cas de Marseille, qui est la ville dans laquelle je vis et dans laquelle j'ai été élue, Marseille, la difficulté de la zone à faible émission, c'est que en fait, vous avez la partie nord de la ville qui n'est pas du tout desservie par les transports en commun, très mal. Et donc vous avez dans cette partie nord les populations les plus précaires de Marseille, qui ont des véhicules assez vieux et donc polluants, et vous ne pouvez pas leur dire « arrêtez de vous déplacer, restez chez vous, continuez à vous enfoncer dans votre précarité, de toute façon, nous, il faut qu'on mette en place la zone à faible émission ». Donc il y a bien aujourd'hui une nécessité d'accompagner les territoires pour mettre en place ces politiques publiques qui sont, encore une fois, en premier lieu favorables à la santé. C'est le chauffeur du véhicule polluant qui est le premier victime de la pollution. Donc c'est fondamental d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent changer de véhicule. C'est bon pour leur santé. Si c'est bon pour leur santé, c'est bon pour la facture de la sécurité sociale. Et ensuite, c'est bon pour le bilan carbone. Donc, pour les municipales, vraiment, ce qu'on peut porter, c'est cet accompagnement des territoires. Et je pense qu'on a beaucoup de moyens au niveau national et au niveau européen pour accompagner les territoires. Monsieur le ministre, en octobre 2024, il y a eu les communales en Belgique. Est-ce que climat et santé ont été des thématiques et déterminantes lors du vote ? Alors, le climat moins que la santé et moins que d'autres thématiques prioritaires. C'est clair que c'était le pouvoir d'achat, la situation sociale et économique, les conditions de vie et de logement, la santé bien sûr, et puis après en effet la transition climatique, la transition environnementale qui sont, je dirais, dans le top 10 mais plutôt à la fin. Donc c'est vrai qu'il y a une perte de motivation ou d'adhésion citoyenne par rapport à d'autres priorités pour eux, et ça c'est une réalité. Et donc il faut, je pense, redonner de la motivation citoyenne, de l'adhésion citoyenne à travers les organismes, les ONG, les associations environnementales qui font de l'éducation, qui font vivre cette thématique, mais aussi bien sûr à travers les pouvoirs locaux, comme vous l'avez dit, qui doivent aussi trouver des solutions. Et une partie des solutions passe par eux. Je prends l'exemple de l'agriculture. Vous avez dit attention, ne stigmatisons pas les agriculteurs. Or, ils ont quand même un rôle majeur à jouer dans cette transition, j'en suis persuadé. Mais une partie des solutions, elles sont locales. Il y a une semaine, j'ai été dans le sud de la Belgique inaugurer une nouvelle fromagerie. Donc c'est de la relocalisation alimentaire. Donc on réinvestit dans l'entreprise territoriale. Vraiment, on est à l'échelle du territoire et on met en réseau. Et là, c'était une trentaine de producteurs laitiers locaux. Donc on est vraiment dans les circuits courts. Et sur cette base-là, alors, on va quand même produire localement, qualitativement j'espère aussi, je pense, et puis bien sûr développer l'offre locale, donc stimuler la consommation locale, puisque évidemment tout l'enjeu de tout ça, c'est que nous-mêmes consommateurs, on suive, que ce soit à travers le bio, le circuit court, ou bien sûr toutes ces initiatives locales. Et donc on voit qu'au niveau du territoire, il y a vraiment moyen de changer de paradigme, et potentiellement les acteurs sont prêts.
en Belgique, 90% de notre lait qu'on produit est exporté. Enfin, c'est tout à fait aberrant. Et donc, si on retravaille sur les circuits courts, la réindustrialisation territoriale, je pense, et ça c'est les pouvoirs locaux, on a une partie de la solution. Irène, je vous vois acquiescer. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. En plus, moi, je viens d'un petit village où on a passé notre temps avec des fonds européens, parce qu'il y a un programme pour la ruralité, à trouver des solutions locales bâties localement. Et effectivement, l'Europe et la France sont diverses, et ces solutions-là, elles sont locales. Nous, par exemple, on avait un gros sujet, parce qu'on est près de Montpellier, donc on avait mis une préemption. Dès qu'il y avait des terres qui avaient des arables avec de l'eau, donc le truc prioritaire pour faire de l'alimentation, qui partait avec un prix trop élevé parce qu'on est dans le sud et ça aurait pu faire une super villa secondaire, donc on préemptait, on installait des jeunes agriculteurs et on leur garantissait 10% de leur activité dans un circuit court à travers un opérateur qu'on avait organisé autour des cuisines centrales. Et c'est ces petites solutions, petit à petit, qui peuvent aussi nourrir des programmes pour les municipales. Et je voudrais saluer Madame Crouzet, qui est donc la présidente du village, avec qui on a travaillé justement, parce que la question de la solution locale, c'est... La localité est diverse, donc comment on fait? Et donc, elle a proposé qu'on fasse un débat d'orientation agricole avec les agriculteurs pour comprendre si on est dans une zone laitière, si on est dans une zone viticole, quels sont les sujets, et trouver des solutions concrètes, les mettre dans le programme pour les municipales, trouver les financements européens ou nationaux et permettre d'être dans le concret. Et je suis complètement d'accord avec vous, le pragmatisme paie. Claire, Christophe, est-ce que les maires doivent-ils simplement accompagner les citoyens pour les transitions ou doivent-ils imposer des changements de comportement au sein des communes? Il vaut toujours mieux convaincre que contraindre, bien évidemment. Et donc, il est clair que ça doit être un constat partagé. Et qu'après, voilà, il y a une intelligence collective entre les élus locaux et leurs concitoyens. On ne peut pas faire quelque chose contre les gens. C'est pas possible. Mais même sur des sujets parfois polémiques comme la voiture électrique, même si vous habitez dans une périphérie, un petit village et autres, voilà, je pense que les gens aussi, ils savent qu'effectivement, c'est pas toujours donné, c'est pas toujours simple. Mais expliquer aux gens que, par exemple, un plein électrique, à l'arrivée, vous gagnez énormément d'argent si vous avez votre borne et puis que vous êtes capable de recharger votre véhicule électrique. Vous allez au travail, vous revenez, etc. Ben voilà, vous payez 10 fois moins qu'un plein d'essence. 10 fois moins. Alors oui, peut-être il faut acheter la borne, il faut acheter un peu plus cher la voiture, mais alors, en France notamment, on a quand même la chance d'avoir des super petites voitures électriques. Je ne vais pas faire de pub, hein, mais bon, quand je regarde, parce qu'en fait, on se plaint au niveau européen de l'invasion des voitures électriques chinoises ou autres. C'est vrai, hein, on a eu quand même 10% d'augmentation des importations chinoises globales, hein, pas que des voitures, chinoises en un an. Donc c'est absolument énorme, parce qu'ils ont une trop grande production, etc. Mais en France, on n'achète pas ces voitures. Hein. C'est une fake news hein, quand on vous dit que les voitures électriques chinoises envahissent la France. C'est pas vrai. Par contre, elles envahissent l'Europe. Et il y a d'autres pays où elles se développent vraiment beaucoup. Mais en France, le top 10 des voitures électriques, c'est essentiellement des voitures françaises qui sont là. Et donc ces voitures sont des petites voitures, on peut les recharger facilement, et ça coûte effectivement 10 fois moins qu'avec le véhicule diesel ou essence. Et ça, je pense qu'il faut aussi le dire, parce que voilà, à un moment, il faut hurler avec les loups, c'est pas bien, etc. Bon, ceci étant, quand les gens hurlent avec les loups, j'ai quand même, moi, toutes les industries, toutes les entreprises qui ont misé sur ces nouvelles technologies, qui vous allez tenir bon quand même. Attendez, nous, on a créé 50 000 emplois dans ce créneau-là. Faites attention. Et donc, en fait, il faut faire attention des deux côtés. C'est-à-dire qu'il faut à la fois stimuler l'innovation, permettre aux gens d'avancer dans cette transition, et puis de l'autre, pouvoir corriger le tir quand même, quand il y a des excès. Alors justement, c'est ce que vous appeliez imposer. Peut-être qu'à un moment, il y a des choses qui ont été trop imposées, effectivement. Peut-être qu'il faut un petit peu déréglementer de temps en temps, c'est possible. Le débat qui a lieu actuellement en Allemagne, en Belgique, en France, je sais aussi que les engagés sont très engagés, si j'ose dire, sur les questions automobiles. Eh bien, c'est un débat vertueux,
pour ça. Est-ce qu'il faut vraiment arrêter le moteur thermique complètement en 2035? Ou est-ce qu'on ne peut pas continuer à avoir la ligne du développement de l'électrification tout en ayant quand même un regard sur des souplesses possibles, en gardant évidemment l'objectif définitif de 2050, mais trouver des systèmes possibles pour atténuer tout ça aussi pour les concitoyens, parce que sinon, on va, à vouloir trop en faire, on va partir à zéro. Donc, mieux vaut peut-être, à une côte mal taillée, continuer à avancer que de vouloir imposer quelque chose qui se casse la figure. Donc, encore une fois, c'est aussi un peu les valeurs du mouvement démocrate, c'est que nous, on croit à la participation des citoyens, on croit au constat partagé et à la responsabilité collective qui est de dire maintenant, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Donc, continuons à le faire. Je terminerai peut-être juste par une remarque, parce que des fois, on a des petits débats sur l'ultra-réglementation européenne. C'est vrai qu'il y a eu le débat sur CSRD, CS3D, enfin, ce genre de JEST dont les collègues de l'Assemblée nationale ont également entendu parler. Peut-être qu'il y a, ça c'est clair, ces textes-là, il y avait trop de reporting extra-financier, ça partait dans tous les sens. On a voulu faire de trop. Bon, je ne sais pas ce qu'en ma collègue Irène, mais voilà, on a voulu en faire de trop. Mais dedans, il y avait quand même quelques points intéressants. Et je pense notamment sur CSRD, c'était le seul outil où on était capable d'avoir les données pour estimer la décarbonation des entreprises. Donc, il ne faut pas tout jeter, parce que c'est quand même assez utile. Nous, on investit en France sur des gigafactories d'électrolyseurs pour l'hydrogène, et de ci et de ça. Puis finalement, quand on a un texte qui va permettre aux entreprises de dire ben maintenant, je vais acheter un électrolyseur parce que je pollue et j'aurai des crédits d'impôt et j'aurai pas de taxes carbone à payer et si j'investis là-dedans et que je décarbone mes process, le seul élément qui lui permettait de mesurer sa décarbonation, ses émissions carbone, pardon, eh bien, on ne l'aura plus. Donc, oui, on fait un omnibus de simplification pour CSRD, CS3D, mais on va garder quelques critères qui sont essentiels pour poursuivre l'objectif. Claire ? Et oui, bien sûr, l'accompagnement. Non, mais c'est vrai que ce sont les valeurs des centristes. Mais plus que ça, quand on parle de sujets aussi larges, qu'on veut concilier la santé, l'environnement, le social, comment vous voulez mettre des règles de contraintes simples? C'est pas possible, en fait. Le système est complexe, il faut accompagner, il n'y a pas d'autre solution. Et si on reprend l'exemple du logement, avec les passoires thermiques, on voit bien que quand on essaie d'interdire les passoires thermiques, c'est là où commencent les problèmes. Alors que tant que vous accompagnez à la rénovation, petit à petit, vous y arrivez de mieux en mieux. Mais quand vous commencez à être dans « alors on va faire des interdictions », là, d'un coup, tout le monde critique votre façon de noter et vous changez toutes les 5 minutes la cotation et vous perdez tout le monde. Donc, ce n'est pas possible de contraindre, en fait. On n'arrivera pas, on peut mettre globalement des grands indicateurs de référence, mais on avancera par la planification et par l'accompagnement. Et c'est accompagner les citoyens, mais c'est aussi accompagner les collectivités. Je veux vraiment insister là-dessus. Elles n'ont pas toujours l'ingénierie, la capacité, les compétences pour accompagner sur ces sujets donc qui sont finalement fortement au départ environnementaux, mais qui sont avant tout des enjeux de santé publique. La qualité de l'air, l'OMS donne le chiffre de 7 millions de morts prématurées par an dans le monde dues à une mauvaise qualité de l'air. Donc on parle vraiment de souffrance de personnes. C'est une augmentation donc des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires. On a vraiment aussi des résultats scientifiques qui montrent que des médecins peuvent baisser la charge thérapeutique des patients quand ils améliorent la qualité de l'air. Il y a des cliniques qui sont orientées, on va leur apprendre à trouver leurs solutions au quotidien, aux patients, pour améliorer la qualité de l'air autour d'eux. Vous avez des témoignages d'asthmatiques qui disent quand j'ai commencé à me balader avec un capteur, j'ai modifié mon trajet au quotidien et j'ai plus le poids que j'avais sur la poitrine. Donc c'est vraiment, on parle de baisser le niveau de souffrance et les solutions, elles sont tellement proches en fait des citoyens, tellement proches des collectivités, de leur organisation, que ça ne peut passer que par de l'accompagnement.
J'ai la chance d'être engagée chez les Jeunes démocrates et je sais que beaucoup d'entre nous sont inquiets face au dérèglement climatique. Pour conclure cette table ronde, est-ce que vous avez chacun un message d'espoir à porter pour la jeunesse ? Monsieur le ministre. Non, beaucoup de messages d'espoir. Et je sais que la situation de la jeunesse est compliquée. Je pense que ce n'est pas propre à la Belgique. Hein. Je pense que c'est propre à la fois dans les dimensions, comme on l'a dit, de santé mentale, de bien-être, de qualité de vie, mais aussi dans les dimensions de perspective d'avenir pour eux, pour leurs enfants. Et c'est tout ce qui amène à cette éco-anxiété et aussi à la volonté peut-être de fonctionner autrement que les générations antérieures ont fonctionné. Et je parle de la démographie, mais je parle aussi d'autres aspects au niveau, je dirais, d'investissement dans la société. Oui, bel espoir, c'est que, on le sait tous, si on attend et si on ne bouge pas maintenant, ce sera pire après. Ça, on a tous compris sur un plan économique et sur un plan de l'irréversibilité de la situation. Donc le message d'espoir, c'est de dire, oui, on avance ensemble, toutes les générations et les jeunes doivent s'investir et vous êtes un exemple, mais il faut que cette masse critique parce que je pense qu'il faut créer la fenêtre d'opportunité dans la société d'avancer. La fenêtre d'opportunité pour un politique, et vous le savez, c'est que la mobilisation soit réelle, qu'il y ait une vraie attente de la population. Je prends l'exemple de la crise des PFAS. Je ne sais pas si vous avez des problèmes de PFAS ici. Oui, comme nous tous. Au niveau européen, il y a un traité, le traité REACH, qui est le traité pour limiter les produits chimiques. C'est un traité qui n'avance pas, ça fait 10 ans qu'il traîne, on n'arrive pas à des consensus au niveau européen. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais par exemple, on voit par exemple que pour les PFAS, les choses peuvent aller plus vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a une volonté de ne plus accepter de manger n'importe quoi, de boire n'importe quoi, et ça vient en grande partie de la mobilisation des jeunes, en disant, mais pour les générations futures, avec ces polluants éternels, mais ça peut être d'autres exemples, on est parti pour des dizaines et des dizaines d'années, et donc c'est maintenant qu'il faut agir. Et donc je pense que les jeunes et les moins jeunes que nous sommes, on doit saisir cette fenêtre d'opportunité, parce que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de la population, et les jeunes sont moteurs, j'espère, de ce changement de paradigme et de cette évolution, de cette prise de conscience. Merci beaucoup. Mais pour le message d'espoir, alors déjà, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que d'espérer, et en tout cas d'être actif. À la maison, j'ai 3 enfants, et si je leur dresse un tableau noir tous les jours, ils veulent plus me parler. Donc je crois que pour qu'on se parle tous, il vaut mieux qu'on essaie d'avoir de l'espoir. Et puis qu'on n'hésite pas à se remémorer les choses positives. En fait, bien sûr qu'on est dans une situation complexe, mais aussi parce qu'on comprend de plus en plus de choses et qu'on les mesure de plus en plus. Donc à chaque fois, c'est comme quand on voit sur des études que le nombre de cancers augmente, il y a aussi cette capacité à mieux diagnostiquer. Donc il faut à chaque fois avoir ce regard un peu équilibré, et c'est pour ça qu'être centriste, je pense que c'est fondamental et que la réponse se trouvera par les centristes. C'est qu'il faut se rappeler qu'on comprend de plus en plus de choses. Et donc, effectivement, c'est effrayant parce qu'on voit de plus en plus de choses. Mais par ailleurs, on a beaucoup de solutions qui s'ouvrent. Et je pense que c'est important de montrer à nos enfants, à la jeunesse, tout ce qui a pu se mettre en place qui est positif. Donc je vis à Marseille, et vraiment la pollution de toute la zone industrielle de Fos s'est améliorée grâce aux lois sur la qualité de l'air. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. On parlait donc aussi petit à petit qu'on découvre une pollution de l'air dans le métro, ce genre de choses. Mais vraiment, quand les institutions se mettent en place, les choses s'améliorent. Donc je crois que la crise démocratique qu'on est en train de vivre, elle est perturbante, mais on doit tenir bon et se dire que quand on améliore nos institutions, quand on améliore l'organisation collective, globalement, on y arrive mieux. Et d'accord, on a plus d'éléments pour comprendre que c'est difficile, mais en même temps, ça veut dire qu'on a plus d'éléments à mettre en place pour améliorer les choses. Challenging. Donc moi, le message d'espoir aux jeunes, c'est qu'on a besoin de vous, en fait.
Parce que moi j'ai 58 balais, mon premier rapport de stage je l'ai fait sur une machine à écrire. Comment vous dire que l'intelligence artificielle, c'est pas forcément moi qui l'utilise le plus, et pourtant c'est sans doute grâce à elle qu'on trouvera des solutions, les solutions aux problèmes auxquels on a à faire face, et donc pour mettre en place des solutions pertinentes localement ou de manière plus importante. L'autre message d'espoir, c'est encore heureux qu'on a la délégation MoDem au Parlement européen, parce que un des sujets, c'est aussi d'avoir des législations qui soient applicables et efficaces, et éventuellement, si elles ne sont ni applicables ni efficaces, encore heureux qu'on a Marc Fesneau et tout le groupe de parlementaires à l'Assemblée nationale, parce qu'il va falloir des dérogations pour pouvoir faire des choses concrètes. Et c'est là où le message d'espoir, c'est que vous êtes dans la bonne maison, parce que comme on est centriste, on aime les résultats concrets, et on sera là pour vous. Il y avait un académicien français qui s'appelait Louis Le Prince Ringuet qui avait sorti un bouquin qui s'appelait « Le grand merdier ou l'espoir pour demain ». Alors moi, je préfère toujours le deuxième. Donc je choisis délibérément le deuxième. Et c'est tout aussi le sens de l'action politique que chacun emmène à titre personnel. On le fait parce qu'on croit en quelque chose. Si on n'a plus d'espoir, tous là dans la salle, on rentre chez nous, quoi. Et puis on fait une partie de fléchettes, on joue aux cartes, on change les idées avec autre chose. Si on s'engage, c'est qu'on croit à quelque chose. C'est que l'espoir, il est vraiment là. Mais à condition qu'on s'engage. À condition que la jeunesse s'engage. Parce qu'en fait, si le monde de demain, il vous appartient. Nous, on a fait ça pour nos enfants, nos petits-enfants. L'idée, c'est d'essayer de leur léguer un monde meilleur. Bon. Mais il faut prendre le relais. Il faut que vous preniez le relais. Et ça passe par un engagement très très fort. Parce que si vous ne le faites pas, c'est d'autres qui vont prendre ce destin à votre place. Et après, vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer. Donc vous avez cette chance, jeunes démocrates en particulier, de pouvoir vous engager. Faites-le avec force et détermination. Et l'ensemble, évidemment, de la société européenne sera derrière vous pour vous aider dans cet objectif. Un grand merci. Et en plus, on est à l'heure.